Nous nous étions arrêtés sur cette idée que la parole est désormais pour le cinéma un fait acquis et irrévocable, dont il faut prendre son parti, et même prendre tous les partis possibles. D'ailleurs, on pourrait ajouter à ce fait du parlant tous les progrès, puisque c'est le mot convenu, que le cinéma a fait depuis pas mal d'années avec la couleur et l'écran large, le progrès tant dans les moyens techniques de prise de vue que dans celui des méthodes de tournage. Est-ce que ces progrès ne sont pas tous, en fin de compte, sous le même signe qui est un gros, celui d'un réalisme de plus en plus poussé, tout au moins un réalisme des moyens? Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de tous les arts. Et nous savons que dans l'histoire de tous les arts, l'arrivée au réalisme absolu a coïncidé avec une parfaite décadence. Et tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'art grec. On peut se trouver des quantités d'autres exemples. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Je l'ai d'ailleurs donné bien souvent. Je m'excuse de me répéter peut-être. C'est l'exemple de l'art de la tapisserie. La première tapisserie que nous connaissions, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. La bonne reine Mathilde, avec ses dames d'honneur, pour passer le temps, tissait une tapisserie pendant que son mari, Guillaume, conquérait l'Angleterre. Il est évident que les laines qu'elle employait étaient des laines très primitives, probablement assez mal dessuintées. Il est évident que les colorants qui coloraient ces laines étaient des colorants très primitifs. C'était probablement des colorants végétaux, peut-être quelques minéraux. Mais il y a, quand on regarde cette tapisserie, le nombre de couleurs employées est minime. C'est une palette extrêmement pauvre. Et cette tapisserie est probablement une des plus belles tapisseries qui existent au monde. Nous sautons quelques siècles et nous arrivons à des tapisseries encore très primitives. Ce sont les tapisseries qui sont exposées à Angers. L'Apocalypse. L'Apocalypse. Nous avons encore devant nous un monde merveilleux, non seulement dans le sens du rêve, mais dans le sens de la réalité. Les personnages qui nous sont exposés, là, sont des personnages, mais modernes. Nous les connaissons, nous rencontrons dans la rue tous les jours des gens qui ressemblent à ces saints, à ces rois, à ces reines, à tous ces gens, à ces damnés, à ces anges. Et Dieu sait si les moyens sont primitifs. Puis, un beau jour, le bon roi Henri IV, n'est-ce pas, commet une boulette insensée et tue l'art de la tapisserie, comme ça, pan, d'un grand coup de pied sur le crâne, avec Sully. N'est-ce pas, ce qui me fait d'ailleurs douter, je me demande si les légendes ne sont pas souvent absolument fabriquées. Cette histoire de la bêtise faite par rapport à la tapisserie par Henri IV me fait douter de la véracité des légendes qui vendent tellement ce bon roi. Voilà ce qu'il a fait. On venait d'inventer la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse, c'est-à-dire un moyen de mélanger, d'intercroiser les fils d'une façon plus fine, et en même temps, l'art de la teinture avait fait des progrès énormes. Alors, le roi a aidé, a financé, a anobli les gens qui voulaient bien faire de la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. Et la tapisserie s'est perfectionnée, est arrivée à imiter de plus en plus la nature. Bientôt, au lieu de concevoir des motifs pour la tapisserie, des motifs simplifiés, on a copié des tableaux. On copiait des bouchers, des watteaux, et ça ressemblait presque aux bouchers, aux watteaux. Aujourd'hui, on peut copier la nature avec des tapisseries. On arrive à rendre toutes les nuances. On a 10 sortes de verts. Les bleus du ciel passent de la pâleur d'un nuage au bleu foncé du beau temps, n'est-ce pas, avec toutes les nuances. Résultat, la tapisserie est finie. Alors, artificiellement, des artistes comme Lursa, par exemple, essaient de rénover l'art de la tapisserie en s'éloignant du réalisme. Mais hélas, il se passe une chose très grave, c'est que cette tentative est artificielle. Et ça ne nous donne tout de même pas la tapisserie de la reine Mathilde. Alors, j'en arrive à me demander une chose. J'en arrive à me demander si l'homme n'est pas doué pour le beau, malgré lui. Mais si son intelligence, cette faculté dévastatrice, c'est terrible l'intelligence, on ne fait que des bêtises avec l'intelligence, si l'intelligence ne nous pousse pas vers le lait.
si notre intelligence ne fait pas de nous des serviteurs, des amateurs éperdus de tout ce qui est moche, de tout ce qui est affreux, et que notre tendance à imiter la nature n'est que tout simplement notre tendance vers ce qui est laid. Parce que la nature que nous imitons, ce n'est pas ce qui est beau dans la nature. Je me demande si le fait qu'aux époques primitives, tout objet, même pas un objet d'art, était beau. Car enfin, il y a tout de même une question troublante. Nous regardons des poteries, je ne sais pas, étrusques anciennes. Elles sont toutes belles. Tout de même, on ne peut pas me faire croire que tous les potiers étrusques avaient du génie. Alors comment se fait-il que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout est laid, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est tout de même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque nous parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse, je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous serons vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera? Il arrivera qu'on prendra une Vespa et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on n'ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une salle de spectacle quand on peut avoir le vrai? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Oui. C'est-à-dire que si, finalement, en poussant un peu trop loin cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule ait un grain de plus en plus fin. Non. Absolument. Je le regrette sincèrement. À l'heure actuelle, n'est-ce pas, la photographie de beaucoup de films est très belle, est très léchée, imite très bien la nature, mais d'une banalité, de l'ennui parfaite. On arrive à subir de l'ennui photographique dans des projections de films parfaits. Je trouve que les films les plus parfaits maintenant sont précisément aussi les films les plus ennuyeux photographiquement, très souvent. Tandis que, comment se fait-il, comment expliquer, sinon par cette théorie générale que j'exprime, à la fois que le progrès travaille contre l'art, contre l'expression artistique, comment, sans cela, si on n'admet pas cette vérité, comment expliquer le côté passionnant de la photographie des films primitifs? Et en même temps, comme vous le disiez, on ne peut pas non plus prendre l'attitude qui serait de faire artificiellement de la mauvaise photographie. C'est également une facilité qui est... Je crois que ce serait une grosse erreur. Oui. Ce qu'il faut, c'est que nous acceptions, on est en droit de déplorer les conditions dans lesquelles nous travaillons, comme je le fais en ce moment-ci. Remarquez d'ailleurs que mon attitude est une attitude purement théorique, et c'est au fond une attitude de conversation. Je crois à la réalité des faits, et je crois qu'il faut s'incliner devant les faits. Je crois que l'on ne fabrique pas la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Je crois que devant les circonstances, devant les événements, tenez, mon père avait une théorie que j'aime beaucoup et que je cite dans un livre que je viens d'écrire sur lui, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la théorie du bouchon. Il disait, il faut être un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide, et essayer d'évoluer un peu à droite ou à gauche, de façon à choisir le genre, le moment du courant qui lui convient le mieux, et à aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne. Alors, c'est la technique du planeur davantage qui se sert des... Voilà, c'est la technique du planeur qui se sert des vents. Ça n'empêche pas que le planeur agit et est intelligent. Alors, je suis convaincu que vis-à-vis du progrès technique dans notre métier, il faut agir comme ça. Seulement alors, ce qui est extrêmement grave, c'est que nous arrivons, si on considère l'histoire de l'art, nous arrivons à la certitude que l'objet usuel aux époques de grande technique a été laid. Seuls les grands artistes s'en sont tirés. Alors ça veut dire que nous entrons dans des époques où il faut être ou un grand artiste ou rien du tout. Je trouve ça extrêmement grave, parce que cela enlève de l'exercice courant de la vie, dans la vie de tout le monde,
la possibilité de la création artistique qui était constante et constante en tout, qui, à des époques non techniques, existait même dans la pratique de la vie journalière, qui existait simplement dans la façon d'allumer le feu le matin. Vous me direz que maintenant, on n'a plus le temps d'allumer le feu le matin, on est obligé de courir à son bureau, de travailler et de gagner sa vie. Évidemment, autrefois, il y avait bien d'autres inconvénients. On n'avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'anesthésie, et les femmes accouchaient dans la douleur, tandis que maintenant, elles accouchent sans douleur. C'est une très grande différence. Bon, très bien. Mais nous ne parlons pas en ce moment-ci des avantages ou des désavantages du progrès en général. Je parle de l'effet du progrès sur l'art. Or, il est évident que chaque mouvement, à des époques non techniques, devenait un mouvement, devenait une création artistique. Le fait d'allumer le feu le matin demandait que l'on disposât les morceaux de bois de façon à ce qu'un certain courant d'air, un certain tirage s'établisse. Et si on ne savait pas disposer les morceaux de bois avec un procédé ressemblant au procédé de la création artistique, c'est très proche, eh bien, voilà, c'est très simple, le feu ne prenait pas. En France, nous avons une chose qui nous reste, alors que ça ne reste pas beaucoup dans les autres nations. Ça a l'air d'une blague, ça semble inférieur, moi je trouve pas que c'est inférieur, je suis très fier que nous ayons ça, c'est la cuisine. Les Français gardent le sens de la cuisine. Les Français gardent le sens artistique de l'assaisonnement, de la quantité d'herbe, de la quantité de cuisson, enfin, gardent le sens de ce qui ne s'explique pas. Alors que la technique peut tout expliquer. La technique donne des solutions parfaites et logiques à tout. Le véritable cuisinier ne procède pas techniquement. Il procède instinctivement et il procède avec les sens. Au fond, nous en arrivons à la grande question, la question de l'intelligence et des sens.